À la fin de la Grande Guerre, l'Allemagne fut liée par un traité qui annulait presque tout ce qui avait fait d'elle une puissance. Mais sous cette apparence de pays vaincu, une opération méticuleuse s'organisait. Ingénieurs, diplomates et entrepreneurs conservèrent ce qui restait de sa machine militaire. Dans des usines camouflées, on concevait des canons. En Union soviétique, des instructeurs allemands formaient des pilotes. La République de Weimar légalisait peu à peu ce qui était interdit, utilisant la stabilité économique comme prétexte. Lorsque Hitler arriva au pouvoir, l'engrenage était déjà en marche. Il ne fit que l'accélérer. En quelques années, cette nation désarmée redevint une menace militaire pour toute l'Europe. Des contrats secrets de Krupp aux fusées lancées depuis Peenemünde, tout obéissait à un même objectif. Comment une nation surveillée et ruinée parvint-elle à retrouver sa puissance militaire sans être arrêtée à temps? Trompée pour survivre. Le plan secret. Lorsque l'Allemagne signa le traité de Versailles en 1919, ses forces armées furent démantelées en théorie. L'infanterie fut réduite à 100 000 hommes sans artillerie lourde, l'aviation militaire fut interdite et une commission alliée fut mise en place pour contrôler le respect. Mais dès le premier instant, l'état-major allemand élabora un plan pour contourner chaque clause. La stratégie n'était pas de résister ouvertement, mais de conserver l'apparence du respect tout en reconstruisant, pièce par pièce, la machine de guerre. Cette reconstruction ne serait pas visible. Elle se ferait en silence, répartis entre des institutions déguisées, avec des alliés inattendus et des structures administratives conçues pour tromper. Dans les mois qui suivirent la signature du traité, le gouvernement allemand créa des organismes dont la fonction n'était pas explicite. Un bureau civil prit en charge la production de certains matériaux industriels, un autre s'occupa de la supervision technique des infrastructures, et un troisième commença à investiguer des innovations en aéronautique. Aucun d'eux n'utilisait de termes militaires. En apparence, ce étaient des entités de reconstruction économique ou d'ingénierie civile, mais en réalité, ils canalisaient des fonds vers des expériences d'armement, stockaient des armes cachées ou entraînaient du personnel sous d'autres noms. Une des méthodes les plus efficaces consistait à dissimuler des usines entières au sein de consortiums privés. Des entreprises qui fabriquaient auparavant des projectiles reconvertirent leur production en articles civils sans changer ni leur personnel ni leur équipement. La firme qui produisait les canons Krupp se mit à concevoir des machines agricoles, mais dans ses entrepôts demeuraient les pièces originales. Les autorités savaient que des inspecteurs étrangers visiteraient certaines installations. C'est pourquoi elles créèrent deux catégories d'usines. Les visibles, prêtes à être examinées, et les dissimulées, qui se camouflaient en magasins de pièces détachées, ateliers de réparation ou centres de formation technique. Au lieu de cesser complètement l'activité, les lignes d'assemblage furent transformées pour fabriquer des produits civils qui pouvaient être reconvertis facilement en matériel de guerre. Un tuyau hydraulique pouvait servir de corps de projectiles et un wagon de chemin de fer, avec de légères modifications, pouvait devenir une plateforme d'artillerie. Les ingénieurs conservèrent plans et procédures prêts à réactiver la production militaire dès qu'ils recevraient l'ordre. Le transport fut un autre secteur clé. Sous prétexte de maintenir opérationnelle l'infrastructure ferroviaire, le Reich réserva des trains spéciaux pour déplacer des matériaux militaires non déclarés. Même pendant les années les plus surveillées, des locomotives quittaient les aciéries avec des wagons fermés étiquetés « charges techniques » qui contenaient en réalité des pièces d'aviation ou des composants d'artillerie. Les destinations étaient de petits dépôts éloignés des routes conventionnelles où le matériel était déchargé et stocké par des unités civiles du ministère des Travaux. Parallèlement, la formation du personnel se dissimulait dans des académies techniques ou des centres d'entraînement industriels. Des officiers à la retraite dirigeaient des cours de mécanique, de chimie des explosifs ou de navigation aérienne. Les élèves ne portaient ni uniforme ni insigne. Aux yeux de tout observateur, ils semblaient être de simples techniciens en formation. Cependant, le programme suivait les directives de l'ancienne armée impériale. Les cours comprenaient la balistique appliquée, les communications codées et les manœuvres de déploiement rapide. En 1920, Berlin établit une structure à double administration. D'un côté, existait l'appareil visible du Reichswehr réduit avec ses limitations officielles. De l'autre, opéraient des réseaux autonomes liés à des groupes industriels, des sociétés patriotiques et des associations d'anciens combattants.
Ces réseaux servaient d'intermédiaires logistiques, financiers et techniques pour maintenir une continuité opérationnelle. Ce n'était pas une armée parallèle, mais une prolongation camouflée de la précédente. Le ministère allemand de la Défense élimina tout document pouvant suggérer une continuité avec le passé militaire. Les nouveaux registres furent remplis de termes ambigus. Au lieu de artillerie, on parlait d'équipement technique spécial. Au lieu de simulation de combat, on employait exercice de réponse industrielle. Cette manipulation sémantique s'étendit même aux exportations. Plusieurs lots d'armes étaient déclarés comme outils de forage ou pièces de machinerie lourde. En interne, chaque pièce était enregistrée sous un code alternatif. Un canon pouvait être noté comme instrument de pression de précision et un dépôt de munitions comme entrepôt d'éléments compactés. Même les itinéraires ferroviaires étaient tracés avec des cartes différentes pour les transports dissimulés. Les fonctionnaires savaient que si tout était documenté sous des catégories civiles, il serait impossible de prouver une violation directe. La dissimulation s'étendait également à l'aviation. Bien que l'Allemagne eut interdiction de développer des forces aériennes, plusieurs programmes furent maintenus sous prétexte de promouvoir la recherche scientifique. Les planeurs, avions sans moteur, étaient utilisés comme véhicules d'entraînement et plusieurs compagnies privées proposaient des cours de vol récréatifs. Mais derrière ces formations se trouvaient d'anciens pilotes militaires enseignant des manœuvres de combat sans se déclarer comme instructeurs d'État. Les contacts internationaux jouèrent un rôle clé. L'Allemagne noua des liens avec des entreprises en Suède, en Suisse et aux Pays-Bas, pays non soumis aux inspections alliées. Grâce à des accords de coopération industrielle, elle parvint à envoyer des plans, brevets et prototypes à l'étranger. Ainsi, lorsque la production de masse reprendrait, il ne serait pas nécessaire de repartir de zéro. Les modèles seraient déjà testés et stockés en lieu sûr. On explora aussi la coopération clandestine avec l'armée rouge. Dans les années suivant la révolution soviétique, des contacts discrets furent établis avec les commandements du nouveau régime. Les deux nations, isolées par les puissances occidentales, partageaient l'intérêt de développer une technologie militaire sans interférence. À partir de 1921, des délégations allemandes commencèrent à visiter des bases sur le territoire soviétique pour évaluer des sites d'entraînement conjoints. Bien que cette collaboration ne se concrétisât pas immédiatement, les premiers pas furent franchis durant cette période. Pendant ce temps, l'opinion publique allemande oscillait entre le ressentiment et l'indifférence. Beaucoup de citoyens savaient que des efforts étaient faits pour contourner le traité, mais préféraient ne pas poser de questions. Les partis nationalistes défendaient le réarmement comme un moyen de restaurer la fierté nationale, et les modérés le toléraient comme une nécessité stratégique. Les inspections alliées, bien que régulières, détectaient rarement des violations graves. Les inspecteurs étaient confrontés à des documents falsifiés, à des explications ambiguës et à une attitude de conformité formelle qui dissimulait une infrastructure parallèle. À partir de 1923, la stratégie atteignit une plus grande sophistication. La production fut décentralisée afin d'éviter toute accumulation suspecte. Une usine produisait des pièces détachées, une autre s'occupait de l'assemblage, et une troisième les stockait jusqu'à recevoir un ordre. Cela compliquait tout suivi direct. En cas d'inspection, chaque site pouvait prétendre ignorer l'usage final de sa production. C'était un système conçu pour compartimenter les responsabilités et réduire le risque d'exposition. La même année, les autorités encouragèrent la création de clubs techniques pour jeunes. Dans ces clubs, les jeunes apprenaient les principes de la physique, de la construction mécanique et de la navigation. Bien qu'en apparence il s'agissait d'activités récréatives, les instructeurs étaient choisis pour leur lien avec l'ancienne structure militaire. Beaucoup des futurs officiers du Troisième Reich commencèrent leur formation dans ces cercles, sans que leur entourage ne se doute de quoi que ce soit. Dans le sud de l'Allemagne, d'anciennes lignes de production furent réactivées dans de petites localités où le contrôle international était moins fréquent. Plusieurs villes industrielles, qui avaient été des centres clés pendant la Grande Guerre, reprirent discrètement leurs fonctions. Les cheminées s'allumaient la nuit et le bruit des machines était dissimulé par d'autres activités. Tout semblait normal, mais en réalité, une réactivation progressive de l'industrie militaire était en cours. Pour 1924, l'Allemagne avait construit un réseau efficace de réarmement silencieux. Sans recourir à des déclarations officielles ni subir de sanctions,
elle avait récupéré une grande partie de sa capacité technique, maintenu son personnel qualifié et adapté son industrie pour un éventuel retour à la production militaire ouverte. Tout cela fut accompli sans rompre les apparences. Chaque étape fut réalisée avec une ambiguïté délibérée, exploitant les vides juridiques et l'inertie des alliés. La machinerie était toujours là, latente, attendant le moment de se réactiver. Réarmement diplomatique. La méthode Stresemann, fraîchement nommé chef du gouvernement, Stresemann se rendit rapidement à Deberitz pour rencontrer les commandants de l'armée. À ce moment-là, il considérait les forces armées comme le seul élément stable du pays. Le général Hans von Seeckt, visage rigide et expression impassible, était le responsable suprême de l'armée. Il avait été l'architecte de cette nouvelle structure militaire et continuait à la protéger avec prudence. Il accueillit le chancelier fraîchement nommé avec des mots formels, auxquels ce dernier répondit habilement. Seeckt l'avait déjà décrit auparavant comme un politicien habile, bien que sans intention de se rapprocher trop. Cette distance initiale se transforma rapidement en opposition ouverte. Cette friction avait des racines profondes. Elle reflétait la rivalité persistante entre le militaire et le civil, ainsi que des différences personnelles. Seeckt estimait que les diplomates ne comprenaient pas le véritable rôle de l'armée et que leurs actions pouvaient nuire aux forces armées. Il craignait qu'un geste maladroit ne complique la situation. À plusieurs reprises, il s'opposa à l'idée d'impliquer le ministère des Affaires étrangères dans des décisions stratégiques. Cependant, Stresemann savait que pour progresser, il devait établir des ponts avec tous les secteurs. Il décida donc d'inviter le général à des conversations réservées, bien que les rencontres n'adoucirent pas les positions. Une fois, Seeckt quitta brusquement une réunion avec le chancelier après un désaccord sur des questions militaires. Malgré les tensions, les deux savaient qu'ils avaient besoin d'une certaine coordination. À l'étranger, les puissances observaient avec attention. La France maintenait le contrôle sur certaines zones de l'ouest de l'Allemagne, et il existait un climat de méfiance mutuelle. Les inspections continuaient activement visant à vérifier que l'Allemagne respectait les restrictions imposées après la guerre. Dans ce contexte, Stresemann se concentra sur la conclusion d'accords permettant de normaliser progressivement la situation. La première étape fut de restaurer les relations avec les autres nations. Il promut une politique combinant diplomatie et prudence, évitant les provocations inutiles. Il tente également de projeter une image de coopération auprès des alliés. Il proposa de participer à des conférences multilatérales et accepta certaines limitations comme signe de bonne volonté. En même temps, il cherchait à modifier progressivement les conditions imposées. Avec le temps, il réussit à faire annuler certaines inspections. Cela ne se produisit pas immédiatement, mais sa persévérance porta ses fruits. Les pressions diplomatiques qu'il exerça entraînèrent un assouplissement progressif. La commission de contrôle, chargée de surveiller le respect du désarmement, commença à réduire sa présence. Peu à peu, cette machine de surveillance se désactiva. Stresemann sut également tirer parti du contexte international. La peur de l'avancée du bolchevisme créait une nouvelle dynamique. Certains gouvernements occidentaux commencèrent à considérer l'Allemagne comme un contrepoids utile. Cette perception facilita certaines négociations. Parallèlement, le gouvernement allemand évitait de se heurter ouvertement aux puissances, maintenant un discours prudent. Dans ce jeu d'équilibre, il réussit à faire accepter des propositions qui auraient auparavant été rejetées. Il ne le fit pas seul. Il comptait sur des collaborateurs qui comprenaient l'importance de combiner gestes conciliateurs et objectifs clairs. Chaque pas était mesuré, évitant les mouvements brusques. Les engagements signés étaient utilisés comme plateforme pour avancer dans de nouvelles demandes. En 1925, les conférences de Locarno ont marqué un moment clé. L'Allemagne a accepté de reconnaître ses frontières occidentales, ce qui a soulagé ses voisins. En échange, elle a obtenu une invitation à rejoindre la Société des Nations. Ce geste, symboliquement puissant, lui a permis de gagner en présence sur la scène internationale. La même année, Seeckt a quitté son poste. Les tensions internes et les changements dans le panorama politique l'ont poussé à la retraite. Son départ n'a pas été un triomphe pour Stresemann, mais il a permis une plus grande flexibilité dans les décisions stratégiques. Avec une nouvelle génération d'officiers, le dialogue entre le gouvernement et l'armée était moins tendu. Parallèlement, le traité de Versailles continuait de limiter les capacités militaires de l'Allemagne.
Néanmoins, avec la réduction des contrôles externes, de nouvelles opportunités sont apparues pour réorganiser certaines structures. Le processus n'a pas été immédiat ni massif, mais il a permis de réactiver lentement des secteurs auparavant bloqués. Cette dynamique a marqué une nouvelle étape dans le réarmement indirect. Au fil des années, la figure de Stresemann se consolidait. Ses interventions dans les forums internationaux étaient suivies avec attention. Il savait quand parler, quel ton utiliser et comment gérer le temps. Cette compétence a été clé pour obtenir des concessions sans générer d'alarme. Il ne s'agissait pas d'éviter les contrôles de manière brutale, mais de les éroder progressivement. En 1926, l'Allemagne a officiellement rejoint la Société des Nations. Ce fut un jalon. Aux yeux du monde, cela symbolisait la réintégration d'un pays auparavant marginalisé. Internement, cela offrait une plateforme pour présenter de nouvelles exigences. Le gouvernement n'a pas laissé passer cette opportunité. Depuis cette position, il a commencé à faire pression pour modifier certaines clauses du traité. La stratégie était claire. On soulevait des objections spécifiques, on invoquait le principe d'équité et on cherchait à montrer sa disposition au dialogue. L'objectif était de démanteler progressivement l'édifice imposé après la guerre. Cela ne se faisait pas par confrontation directe, mais par des moyens légaux. Cette voie s'est révélée plus efficace et moins coûteuse politiquement. Certaines puissances, comme la Grande-Bretagne, ont montré une certaine compréhension. Elles ne voulaient pas voir une Allemagne humiliée, craignant que cela engendre de l'instabilité. Cette perception a été habilement utilisée par les négociateurs allemands. Chaque avancée était présentée comme un pas vers une paix durable. Cette rhétorique a fonctionné dans plusieurs contextes. Parallèlement, les liens avec d'autres pays se renforçaient. Des accords bilatéraux étaient signés, des canaux de communication ouverts et des réseaux de collaboration construits. Ces mouvements contribuaient à adoucir les résistances. Chaque geste diplomatique faisait partie d'une séquence plus large. Tout était pensé pour affaiblir les restrictions existantes. Vers 1928, le panorama était différent de celui des années précédentes. L'environnement international montrait moins de rigidité. Les conférences servaient de lieu pour négocier des ajustements. L'Allemagne commençait à retrouver une certaine autonomie sans rompre formellement avec les accords. Cette évolution n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait d'une planification méticuleuse. Stresemann continuait de diriger la politique étrangère. Bien qu'il fasse face à des critiques internes, il maintenait le cap. Il savait que le moindre faux pas pouvait annuler les progrès accomplis. C'est pourquoi il évitait les attitudes grandiloquentes. Il préférait les avancées silencieuses. C'est là que résidait son efficacité. Chaque modification du traité était un succès soigneusement travaillé. Au cours de ces dernières années, sa santé s'affaiblit. Pourtant, il continua de diriger les négociations. Jusqu'à sa mort en 1929, il fut le visage visible d'une stratégie qui avait transformé la position internationale de l'Allemagne. Sous sa conduite, une grande partie de l'appareil de surveillance avait été démontée sans générer de rupture formelle. Cette étape marqua un tournant. La diplomatie avait été utilisée comme un outil pour inverser les limitations. Les traités, au lieu d'être des obstacles fixes, étaient devenus des instruments malléables. Cette logique guiderait de nombreuses décisions dans les années suivantes. Stresemann ne vécut pas pour en voir les conséquences, mais sa méthode laissa une empreinte durable. Sportif armé, le camouflage de l'armée allemande. Entre 1930 et 1933, la haute direction militaire allemande intensifia secrètement ses plans de réarmement, tandis que, en Occident, régnait l'inertie. Pendant ces années, le haut commandement maintint fermement sa protestation contre les limitations du traité de Versailles. Les officiers soutenaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord technique, mais d'une question de dignité nationale. Les directives du ministère de la Défense tournaient autour du maintien en activité de tous les moyens possibles pour assurer une future expansion de l'armée. L'état-major général opérait sous la prémisse que la parité armementaire devait être atteinte au moment opportun et non avant. Les idées fondamentales se concentraient sur le maintien de la capacité de mobilisation sans révéler ouvertement les préparatifs. Les méthodes d'évasion se consolidèrent à deux niveaux. Le premier consistait à éviter les inspections étrangères au moyen de subterfuges administratifs, en dissimulant des registres et en détournant des ressources de façon clandestine. Le second impliquait l'utilisation d'associations civiles à caractère sportif comme couverture pour des entraînements militaires.
Ces entités, présentées comme clubs de tir ou de gymnastique, fonctionnaient comme plateforme d'instruction paramilitaire sans attirer l'attention. Le ministère de l'Intérieur collabora indirectement en les réglementant de manière ambiguë, permettant à la Reichswehr de s'y lier sans s'y engager officiellement. Pendant cette période, la relation entre les commandements militaires et les secteurs socialistes se tendit encore davantage. L'armée accusait l'aile gauche d'entraver ses besoins opérationnels, tandis que les sociaux-démocrates regardaient avec méfiance toute tentative d'expansion armementaire. Les débats au Parlement reflétaient une méfiance mutuelle. La Reichswehr manœuvrait avec précaution pour conserver une influence politique sans déclencher un conflit ouvert avec le gouvernement. La stratégie consistait à projeter une image d'obéissance institutionnelle, mais avec une marge de manœuvre suffisante pour continuer à renforcer son appareil interne. Parallèlement, les couches les plus profondes de la planification mobilisatrice continuaient de se développer. Des équipes techniques et des stratégistes élaboraient des scénarios de guerre futurs, en tenant compte de la capacité logistique, du transport des troupes et de la distribution des ressources. Chaque simulation se déroulait en stricte confidentialité, avec des documents classifiés qui ne circulaient qu'au sein de cercles restreints. Malgré la surveillance internationale, la Reichswehr avançait dans l'articulation d'un système de guerre intégral. Ce plan, à multiples couches, considérait tout, des communications à la chaîne d'approvisionnement, sans se trahir. En même temps, le chancelier Brüning faisait face à des défis tant économiques que politiques. De son point de vue, le réarmement ne devait pas être abrupt ni provocateur. Il devait plutôt suivre un rythme contrôlé qui ne déstabiliserait pas l'image extérieure du pays. Pour cela, il proposa d'ajuster les budgets et d'aligner les objectifs militaires sur des paramètres acceptables par les puissances étrangères. Cependant, les désaccords entre son administration et les hauts commandements militaires étaient constants. Tandis qu'ils cherchaient à préserver la négociation internationale, les généraux priorisaient la récupération d'une force offensive réelle. La conférence sur le désarmement, proposée par les puissances occidentales, suscita des discussions au sein de l'appareil allemand. La question clé était la position à adopter. Certains secteurs défendaient une posture intransigeante, rejetant toute limitation supplémentaire. D'autres suggéraient une participation tactique pour gagner du temps et étudier les intentions des autres pays. En tout cas, la tactique d'évasion ne fut pas interrompue. Au contraire, le cadre diplomatique fut utilisé comme bouclier pour continuer à étendre les capacités clandestines. Le coût de la réarmement a été un autre point de friction. Les rapports internes révélaient que les dépenses croissantes menaçaient de dépasser les ressources disponibles. Le ministère des Finances avertissait des répercussions fiscales, tandis que les chefs militaires faisaient pression pour obtenir plus de fonds. Des budgets parallèles et des mécanismes de financement opaques ont été mis en place. Certaines allocations étaient camouflées sous des concepts civils, ce qui permettait de canaliser de l'argent vers des projets réservés sans éveiller de soupçons. L'ingénierie comptable a été clé pour soutenir la croissance militaire sans provoquer de réaction immédiate à l'étranger. Un autre aspect essentiel a été le développement d'activités sportives à contenu militaire. Sous le nom de Wehrsport, des événements d'entraînement physique ont été organisés, servant en réalité de prétexte à des pratiques de combat. Ces activités étaient promues par des associations proches du nationalisme, bénéficiant d'un soutien tacite de l'État. La frontière entre le civil et le militaire est devenue délibérément floue. Dans ces espaces, des cadres jeunes se formaient, pouvant ensuite être intégrés dans des structures plus formelles de l'armée. Les organisations connues sous le nom de Wehrverband ont également joué un rôle important. Ces regroupements, opérant avec une esthétique patriotique, fonctionnaient comme des réserves stratégiques. Leur existence était tolérée par les autorités tant qu'elle ne compromettait pas l'équilibre politique interne. À travers elle, la Reichswehr assurait une source supplémentaire de personnel entraîné. Ainsi, le réarmement progressait non seulement dans les casernes, mais aussi dans de multiples domaines de la vie civile. Au milieu de ces dynamiques, le gouvernement de Brüning est arrivé à sa fin. Sa chute s'explique par de multiples facteurs, notamment la pression des groupes conservateurs et l'impatience de l'armée elle-même. Le départ du chancelier a laissé un vide que les commandements militaires ont su exploiter. Avec moins d'entraves politiques,
ils ont pu accélérer leurs plans sans avoir à négocier constamment avec un pouvoir civil hostile. La voie vers une restructuration plus agressive des forces armées est alors devenue beaucoup plus dégagée. Pendant ce temps, en France et au Royaume-Uni, les signes du réarmement allemand commençaient à être détectés. Les services de renseignement et les diplomates rapportaient des activités suspectes. Néanmoins, les réactions étaient tièdes. À Londres et Paris prédominait un mélange d'incrédulité et de passivité. Certains rapports avertissaient du risque d'un renouveau militaire allemand, mais ils étaient minimisés ou ignorés. Les priorités politiques internes et la crainte de nouvelles tensions limitaient toute action efficace. Le nom du général von Seeckt continuait à être évoqué avec inquiétude. Bien qu'il ne soit plus en fonction, son héritage influençait la perception étrangère de l'armée allemande. Son modèle d'organisation et sa vision stratégique étaient encore considérés comme pertinents. Dans les cercles britanniques, la figure de Seeckt était associée à un réarmement méticuleux et silencieux, alimentant ainsi les soupçons sur les mouvements actuels de la Reichswehr. Cependant, le manque de preuves concluantes empêchait une réponse claire. L'analyse britannique de la situation était teintée d'une série d'espoirs et de craintes. D'une part, on comptait sur le fait que la crise économique maintiendrait l'Allemagne contenue. D'autre part, on craignait que toute pression extérieure ne déclenche une réaction nationaliste encore plus forte. Cette ambivalence a conduit à une politique étrangère ambiguë, combinant gestes de coopération et gestes d'avertissement. En France, en revanche, la préoccupation était plus directe. La priorité était de parvenir à un accord avec Londres pour établir une position commune face au réarmement allemand. Les conversations bilatérales, cependant, progressaient lentement. Le gouvernement britannique évitait de s'engager dans des alliances qui pourraient le entraîner dans un nouveau conflit continental. Parallèlement, l'équilibre militaire du Royaume-Uni était en déclin. Les budgets de défense étaient de plus en plus limités et les forces armées subissaient une réduction systématique. Cette faiblesse structurelle influençait la prise de décision, rendant toute action décidée contre Berlin plus difficile. Sur le plan spirituel, on parlait également d'un désarmement au cœur de l'Angleterre. Le discours politique visait une culture de conciliation et de renoncement à la confrontation. Cet environnement favorisait la passivité face aux défis émergents. Pendant ce temps, la situation économique britannique traversait une période compliquée. La récession affectait la capacité de l'État à soutenir des projets militaires à grande échelle. Les priorités se trouvaient ailleurs. Au sein du Trésor britannique, on discutait de la viabilité d'une planification en termes militaires. Certains fonctionnaires proposaient d'évaluer les risques sous un angle fiscal, tandis que d'autres défendaient le maintien d'un profil bas sur la scène internationale. Cette tension se traduisait par un manque de stratégie claire face à l'Allemagne. Dans ce vide, Berlin trouvait la marge nécessaire pour poursuivre son ascension sans faire face à une opposition directe. Ainsi, entre 1930 et 1933, le réarmement allemand se consolidait sur de multiples fronts, tandis que l'Occident observait en silence. Les décisions prises pendant ces années ont jeté les bases de ce qui allait venir. Et ce qui allait venir, plus personne ne pourrait l'arrêter. Hitler déchaîné, naissance de la Wehrmacht. Dès qu'il eut consolidé son pouvoir, le nouveau gouvernement transforma la dissimulation en doctrine officielle. L'ancien système d'évasion qui avait contourné les inspections pendant des années fut remplacé par une légalisation totale. Les plans étaient déjà prêts. Il suffisait d'un ordre pour que l'armée sorte de l'ombre. Avec Hitler aux commandes, la transition fut immédiate et les limitations du traité cessèrent d'avoir un effet réel, bien qu'on simulât encore le respect envers les puissances étrangères. La première étape fut de conserver l'expérience et les infrastructures accumulées. Les installations créées durant les années de réarmement caché ne furent pas démantelées. Au contraire, elles furent étendues. Les usines camouflées furent autorisées à fonctionner ouvertement. Les entreprises liées à l'armement, auparavant dissimulées par des sociétés écrans ou des accords internationaux simulés, commencèrent à travailler sans se cacher. Beaucoup reprirent les contrats avec l'État qui avaient été annulés après la chute de la monarchie, et d'autres apparurent avec de nouvelles fonctions adaptées au contexte politique. Le personnel clé fut également maintenu. Les officiers ayant opéré dans l'ombre furent promus. Ceux qui connaissaient les méthodes d'évasion devinrent instructeurs au sein de la nouvelle Wehrmacht.
Les unités qui s'entraînaient auparavant sous de faux noms ou dans des pays étrangers comme l'URSS revinrent en Allemagne. L'aviation secrète, qui opérait sous couverture civile ou depuis des bases soviétiques, fut réorganisée sous un commandement visible, bien qu'encore non officiellement déclaré comme force aérienne militaire. Le mouvement suivant fut d'établir une base légale nationale soutenant les actions du régime. Des décrets furent adoptés invalidant les restrictions du traité sur le territoire allemand. La doctrine officielle déclara que l'Allemagne avait le droit de se défendre comme n'importe quelle autre nation. Cette narration fut adoptée par tous les médias contrôlés par l'État. La propagande intérieure insistait sur le fait que le réarmement était une nécessité de survie, non une provocation. Pendant ce temps, les représentants diplomatiques allemands niaient toute violation des accords lors des réunions internationales. Parallèlement, une campagne coordonnée commença pour augmenter le nombre de soldats. Les limites de personnel imposées par le traité furent dépassées sans être cachées. L'armée passa de 100 000 à plusieurs centaines de milliers d'hommes en peu de temps. Les académies militaires furent rouvertes et de nouvelles installations construites dans diverses régions. Les cours de formation accélérés se multiplièrent et le temps d'instruction fut réduit pour pouvoir incorporer plus de recrues. La structure administrative fut également réformée. Des ministères techniques furent créés pour articuler la croissance armementaire. Les anciens départements dispersés opérant en secret furent intégrés dans des organismes centralisés sous la supervision directe du nouveau pouvoir exécutif. La production d'armes, la formation, la logistique et la stratégie cessèrent d'être des compartiments étanches et commencèrent à se coordonner selon un plan général supervisé par les hauts commandements. En parallèle, les programmes technologiques commencés clandestinement furent repris et perfectionnés. L'aviation reçut la priorité. Des ressources furent investies dans le développement de nouveaux modèles et dans la formation de pilotes. Les appareils jusque-là construits pour usage civil ou exportation furent redésignés avec une capacité militaire. L'industrie aéronautique fut renforcée, les pistes agrandies et des centres d'essai créés avec accès restreint. L'artillerie lourde, pour sa part, est devenue l'un des domaines les plus contrôlés. Les conceptions antérieures qui avaient été écartées par crainte de sanctions ont été reprises et de nouveaux prototypes ont été commandés. La collaboration entre l'État et les fabricants a permis d'accélérer les délais de livraison. Les rapports techniques étaient stockés dans des bureaux spéciaux et ne circulaient qu'au sein d'un circuit fermé. Chaque canon, char ou système de communication était considéré comme faisant partie d'un engrenage plus grand, devant s'insérer dans le schéma général de préparation militaire. Un autre aspect fut la restauration de la discipline dans les troupes. Une réglementation stricte fut imposée, régissant tout, de la présentation personnelle aux horaires. Les infractions mineures étaient punies de sanctions sévères. On cherchait à éviter tout signe de désordre ou de relâchement qui pourrait affaiblir l'image de force. Dans chaque caserne, l'obéissance absolue était exigée. Les cérémonies militaires se multiplièrent et l'uniforme reprit une place centrale dans la vie publique. Les organisations de jeunesse jouèrent un rôle essentiel dans ce processus. Dès le plus jeune âge, les enfants et adolescents étaient instruits en exercices physiques, formation de base aux armes et notions de stratégie. Ces groupes servaient de vivier pour l'armée régulière. Leurs activités étaient supervisées par des instructeurs provenant de l'ancienne Reichswehr et suivaient une planification détaillée. À ceux qui se distinguaient, un accès direct à la formation militaire supérieure était offert. Les relations avec d'autres puissances pendant cette période étaient gérées avec un mélange d'évasion et de déclarations ambiguës. L'Allemagne répondait aux accusations par des documents techniques ou des notes diplomatiques soigneusement rédigées. L'existence de violations des traités était niée tout en présentant des chiffres ou des dispositions légales internes. Les visites des observateurs étaient guidées par des parcours préétablis et les véritables capacités restaient hors de leur portée. En 1935, la démarche définitive fut franchie. Le rétablissement du service militaire obligatoire fut annoncé publiquement. Il ne s'agissait plus d'une expansion clandestine ni de mesures défensives justifiées comme exceptionnelles. Cette décision fut présentée comme irréversible. Dans le même communiqué, il fut révélé que la nouvelle force armée serait appelée Wehrmacht, remplaçant officiellement la Reichswehr. La mesure surprit les puissances européennes, mais ne provoqua pas de réaction immédiate. Peu après, l'existence de la Luftwaffe fut officialisée.
Cette aviation, qui avait opéré pendant des années sous des structures civiles ou à l'étranger, fut déclarée branche autonome. Ses commandants, sa capacité de combat et sa fonction dans la doctrine nationale furent présentés. La flotte aérienne croissait rapidement. Les appareils fabriqués secrètement au cours de la décennie précédente furent adaptés et mis en service. De nouveaux pilotes étaient formés chaque semaine. Le réarmement naval progressait également. Les chantiers navals furent réactivés et des modèles dépassant les limites de tonnage convenues furent conçus. Les essais se déroulaient dans des installations protégées, avec un accès limité même au sein de l'armée. La flotte commença à intégrer des destroyers et des sous-marins à autonomie étendue. Le développement de ces éléments était justifié comme partie d'une stratégie maritime défensive, mais les registres internes indiquaient une expansion à des fins opérationnelles. La rupture du traité de Versailles fut un processus lent et calculé. À Berlin, chaque étape était étudiée avant d'agir, en mesurant les réactions de Londres et de Paris. Les réponses ne dépassaient jamais de simples communiqués. Cette tiédeur suffisait à confirmer que le terrain était libre. Dès lors, la machine d'une nouvelle armée cessa de se cacher et avança sans frein. Hitler utilisait chaque étape comme validation interne. La propagande présentait ses réalisations comme des symboles d'une nation retrouvée. Les images de soldats défilant à Berlin, de chasseurs survolant des rassemblements massifs, d'usines fonctionnant jour et nuit, se diffusaient dans tous les médias. La narration officielle parlait d'unité, de force et de destin. En réalité, il s'agissait d'une énorme opération logistique qui remplaçait une armée limitée par une structure militaire moderne, conçue pour le conflit. La communauté internationale, limitée à des protestations formelles, permit au régime d'agir sans résistance. En 3 ans, l'Allemagne avait transformé la dissimulation en loi et l'ombre en structure officielle. Chaque document, budget et armes s'intégraient désormais dans l'engrenage d'une armée en expansion. En 1936, le changement était irréversible. L'armée du Reich n'avait plus aucun lien avec la structure limitée imposée en 1919. Les traités étaient encore mentionnés, mais seulement comme référence historique. Les institutions militaires allemandes fonctionnaient à pleine capacité. La diplomatie internationale, lente et fragmentée, ne put inverser le processus. Ce qui avait été planifié pendant des années dans l'ombre marquait désormais le rythme d'un pays préparé à la guerre. Le moteur du Reich, Krupp et l'économie de guerre. En 1936, les usines de la Ruhr se sont activées avec une intensité que l'on n'avait pas vue depuis les jours de la Grande Guerre. Alfred Krupp supervisait personnellement chaque contrat, chaque livraison, chaque prototype. De plus, il parcourait sans préavis les laboratoires métallurgiques du complexe principal à Essen, où l'on expérimentait de nouvelles duretés. Les instructions étaient orales et les livraisons chronométrées. La société assumait de nouveaux engagements avec le régime, renforçant des liens tissés depuis des années. Les visites de Speer étaient de plus en plus fréquentes, tandis que les techniciens accéléraient les tests et les montages. Les chaînes d'assemblage produisèrent sans pause, y compris de l'artillerie à longue portée, des munitions spéciales et des pièces de blindage. Les bureaux administratifs tenaient des registres détaillés de chaque tonne d'acier, de chaque minute de production et de chaque ouvrier engagé. Les ateliers cachés à Essen ont doublé leur effectif, bien que les registres officiels parlaient de simples extensions civiles. En réalité, sous des toits discrets, on assemblait des composants pour le nouveau Panzer III, avec des alliages traités par des procédés chimiques non divulgués. Les plans circulaient dans des enveloppes scellées, signées par du personnel disposant d'une autorisation directe de Berlin. Parallèlement, Adam Tooze notait comment le plan quadriennal dirigé par Göring avait propulsé l'affectation des ressources. Depuis 1936, les chiffres du Reich reflétaient un virage absolu vers l'économie de guerre. La production d'acier a doublé en 3 ans, et le charbon alimentait des fours qui ne s'arrêtaient pas la nuit. Les quotas d'exportation ont été réduits au minimum, tandis que le ministère de l'économie approuvait des subventions pour des raffineries clés. Dans les bilans internes, les dépenses consacrées aux usines sous contrôle militaire étaient délibérément omises. Entre 1936 et 1938, la coordination entre les départements du ministère de l'Armement et les installations de Krupp fut totale. Les demandes arrivaient par des canaux internes, codés, indiquant les quantités exactes, le type d'usage et la date de livraison. L'ingénierie consacrait des journées entières à redessiner d'anciens modèles.
Les essais se faisaient dans des conditions simulées de combat. Si une pièce échouait, le rapport était envoyé directement à Berlin, sans passer par la direction générale. Pendant ce temps, les données recueillies par Tooze confirmaient que, dès cette même année, les dépenses de défense dépassaient déjà 20% du PIB. Les graphiques internes du Reich indiquaient une croissance forcée dans des secteurs clés, principalement l'armement terrestre, l'aviation et la logistique ferroviaire. Les taxes sur les produits de consommation intérieure augmentaient parallèlement pour financer ce rythme. Les rations de certains aliments furent discrètement réduites, surtout dans les zones ouvrières, bien que la propagande présentait cela comme un ajustement productif. En 1937, l'usine de Magdebourg reçut l'instruction de modifier sa ligne et de fabriquer des pièces pour lanceurs multiples. Aucun enregistrement officiel. Les techniciens furent sélectionnés par loyauté, non par mérite. Les documents signés par Alfried utilisaient un langage neutre, sans référence militaire. Parallèlement, le même Alfried visitait d'autres usines fournisseurs, assurant que toutes les livraisons soient synchronisées. Aucun retard n'était acceptable et toute déviation était pénalisée. Cette même année, les rapports économiques du Reich montraient des écarts budgétaires contrôlés. Bien que le déficit fût évident, les projections justifiaient le rythme des dépenses. Les prêts internes augmentaient avec le soutien d'obligations secrètes qui ne figuraient dans aucune comptabilité publique. Certaines universités techniques furent intervenues pour collaborer directement au développement armamentistique, bien qu'elles conservassent une façade de recherche civile. Plusieurs professeurs passèrent à dépendre du bureau central de planification. Dans les bureaux de Krupp, les ingénieurs développaient des mécanismes de rechargement plus rapides. Les tests étaient envoyés directement au haut commandement. Aucune amélioration ne restait sans application. L'efficacité était essentielle, et tout prototype devait réussir les tests sans défaut. Dans les usines plus petites, subordonnées à Essen, les journées doubles se multiplièrent. Les travailleurs recevaient des primes en nature, souvent sous forme de bons n'utilisables que dans le système fermé du consortium. En 1938, Alfried restructura complètement la chaîne d'approvisionnement. Les contrats avec des aciéries mineures furent annulés et remplacés par des accords directs avec des fournisseurs contrôlés par l'État. Les clauses de confidentialité étaient absolues. Les livraisons étaient effectuées la nuit, sous surveillance armée. Dans certains cas, les transports empruntaient des routes secondaires pour éviter le contrôle fiscal. Les chiffres réels de production ne circulaient qu'entre 3 personnes. Alfried, son directeur technique et un lien du ministère. La même année, les réserves de la Banque centrale furent redirigées vers des projets concrets de réarmement. L'or fut transféré lors d'opérations internes qui ne laissaient aucune trace visible. Certains bâtiments furent expropriés pour installer des ateliers auxiliaires. Les assureurs participèrent avec des polices spéciales, excluant les dommages dus au sabotage. Aucune usine ne pouvait s'arrêter sans autorisation directe. En cas de pénurie de fournitures, le ministère intervenait pour réaffecter les stocks depuis d'autres secteurs. En 1939, la machinerie était à son apogée. La production de chars, d'artillerie et de munitions dépassait tous les records précédents. Les usines fonctionnaient à plein régime et la marge d'erreur était nulle. Alfried maintenait un contrôle quotidien par des rapports codés. Les ouvriers n'étaient plus de simples travailleurs, mais faisaient partie d'une chaîne stratégique. L'entreprise s'était fusionnée avec l'État dans un réseau sans séparation visible. Chaque soldat recevant une pièce construite chez Krupp était, à ce moment-là, un rouage de quelque chose de beaucoup plus grand. Prototype de la fin, l'ingénierie de la terreur. À mesure que les fronts s'étendaient à travers l'Europe, un réseau d'installations cachées prenait forme à l'intérieur du Troisième Reich. Ce n'étaient pas de simples usines, mais des centres d'essai, d'ingénierie et d'assemblage, où se concentraient les efforts les plus avancés du régime, à la recherche de supériorité technologique. L'objectif n'était pas de construire des armes conventionnelles, mais des dispositifs capables de modifier le cours du conflit par l'émerveillement technique ou la destruction inédite. Sous terre, dans des installations blindées par des kilomètres de roches, la production des premiers missiles de croisière de l'histoire commença. Les F1, connus sous le nom de bombes volantes, ne nécessitaient pas de pilote et pouvaient être lancés depuis des plateformes fixes ou des rampes mobiles. Leur conception était simple mais efficace. Un fuselage compact avec de courtes ailes, une tête explosive et un moteur pulsoréacteur. Une fois activés,
Elle volait en ligne droite jusqu'à épuisement du carburant. Ensuite, elle descendait violemment. Elle n'était pas précise, mais semait la terreur avec leur son inconfondable et leurs impacts aléatoires sur les zones urbaines. Les premières unités furent lancées sur Londres en 1944, mais leur développement avait commencé des années auparavant, dans des hangars camouflés dans l'épaisseur du nord de l'Allemagne. Parallèlement, un autre engin prenait de l'importance, la fusée V2, beaucoup plus avancée que son prédécesseur. Conçue pour atteindre des vitesses supersoniques et des trajectoires balistiques, elle pouvait s'élever à plus de 80 km avant de descendre verticalement sur sa cible. Contrairement à la V1, il était impossible de la détecter ou de l'intercepter une fois en vol. Son impact n'était accompagné d'aucun avertissement, seulement d'une explosion soudaine. La direction du programme était assurée par une équipe réunie par la Wehrmacht, en collaboration avec des ingénieurs civils et du personnel des SS. Parmi eux se trouvaient certains des noms les plus liés à la future course spatiale, bien qu'à ce moment-là, ils se concentraient sur la multiplication du potentiel destructeur du Reich. Le centre principal de développement fut Peenemünde, une base isolée sur la mer Baltique, où furent construits des bancs d'essai, des plateformes de lancement et des tunnels d'instrumentation. Pour cacher le volume de personnel et d'infrastructures impliqués, on recourut à l'utilisation systématique du travail forcé. Des milliers de prisonniers furent transférés des camps de concentration vers des usines souterraines où ils assemblaient des pièces dans des conditions extrêmes. L'un des complexes les plus notoires fut Mittelwerk, creusé dans une montagne et exploité directement par les SS. Là, par des tours de travail interminables, les détenus manipulaient des composants explosifs, sans protection ni repos. Le taux de mortalité était aussi élevé que le rythme de production. Chaque V2 construite représentait des dizaines de morts par épuisement, accident ou exécution sommaire. Les chiffres de fabrication augmentaient à mesure que le déploiement opérationnel approchait, tandis que les rapports internes parlaient de performance mécanique et d'efficacité logistique, sans mentionner le coût humain. D'autres initiatives ne parvinrent pas à opérer en combat, bien qu'elles aient été développées jusqu'à des phases avancées. L'une d'elles fut le missile Rheintochter, conçu comme défense antiaérienne, à étagement multiple et guidage automatique. On conçut aussi des modèles d'armes acoustiques et thermiques, dont le principe était d'émettre des ondes de pression ou une chaleur intense pour neutraliser des unités ennemies sans contact physique direct. Dans plusieurs cas, les expérimentations n'aboutirent pas à des résultats pratiques, mais absorbèrent des ressources considérables et furent tenues dans le plus strict secret. Parallèlement, on menait des essais avec des appareils hybrides et des planeurs équipés de moteurs fusées destinés à atteindre des altitudes supérieures à celles accessibles à l'aviation conventionnelle. L'objectif était d'éviter la détection radar et d'attaquer depuis la stratosphère. Certaines épreuves incluaient des modèles à cabines pressurisées et sièges éjectables. La plupart s'écrasèrent lors des vols d'essai, mais leurs enregistrements furent conservés comme base pour des développements futurs. Durant la même période, on proposa des conceptions à rotor circulaire, comme les hélicoptères Flettner, servant de plateforme de reconnaissance ou de transport limité sur des fronts secondaires. Les systèmes de guidage représentaient un autre défi clé. Pour les V2, on adopta des gyroscopes stabilisateurs et des capteurs d'altitude, reliés à un calculateur analogique capable de calculer des trajectoires avec des marges d'erreur minimales. Cet ensemble permettait d'atteindre des objectifs à plus de 300 km avec une déviation acceptable à des fins stratégiques. Les scientifiques allemands étudièrent même des systèmes radiofréquences pour modifier la trajectoire du missile en vol, bien que ces dispositifs n'aient pas été standardisés. Dans le cas des V1, le minuteur mécanique dictait la durée du vol, ce qui impliquait que chaque lancement dépendait du calcul exact du moment d'arrêt du carburant. L'environnement d'expérimentation comprenait un réseau de tunnels, des hangars et des laboratoires où étaient enregistrées les données de chaque essai. Toute déviation était documentée avec précision et transmise au bureau technique. Là, les ingénieurs ajustaient les paramètres et proposaient des variantes qui étaient testées dans les jours suivants. La séquence pouvait se répéter des dizaines de fois avant qu'un design ne soit validé. Lorsqu'un modèle était approuvé, les ordres de fabrication étaient émis vers les centres industriels sous contrôle des SS. Chaque ligne de montage fonctionnait avec une discipline militaire, reportant directement à la hiérarchie du parti.
Pendant ce temps, à l'étranger, les services de renseignement alliés ont commencé à recevoir des rapports sur l'existence de ces armes. Des espions infiltrés en Norvège, aux Pays-Bas et en France transmettaient des données fragmentaires sur les rampes de lancement, les mouvements de charge et les explosions anormales. En réponse, des vols de reconnaissance furent organisés et confirmèrent la construction d'installations camouflées dans des zones boisées. L'une des plus grandes découvertes fut la base d'Eperlec, dans le nord de la France, conçue comme point de départ pour des attaques massives contre le Royaume-Uni. Sa structure en béton avait plus de 5 mètres d'épaisseur et était équipée de tunnels ferroviaires, de dépôts de carburant et de salles de contrôle. En 1943, tandis que les essais du programme V2 se poursuivaient, certaines des installations les plus sensibles fonctionnaient déjà depuis des sites fortifiés. Sous des collines artificielles ou à l'intérieur de formations rocheuses naturelles, des structures avec accès restreint, ventilation autonome et surveillance permanente furent aménagées. L'entrée se faisait par des passages étroits où chaque section était contrôlée par du personnel armé. À l'intérieur, sans lumière naturelle, on soudait des pièces, on assemblait des circuits d'allumage et on testait des mécanismes de propulsion. Tout le processus se déroulait à rythme constant et sous supervision directe de l'appareil technique du Reich. Parallèlement, d'autres fronts secrets prenaient forme en dehors de l'Europe. De l'Amérique latine au Pacifique, des agents allemands s'infiltraient dans des réseaux industriels, logistiques et académiques pour collecter des informations ou saboter des approvisionnements. Selon des documents rassemblés par des chercheurs ultérieurs, il y eut des missions spécifiques visant à étudier des matériaux radioactifs, des équipements radars et des méthodes de camouflage. À Panama, les nazis ont tenté d'obtenir un accès indirect au canal via des accords commerciaux avec des entreprises neutres. Dans les universités américaines, ils recrutaient des étudiants sympathisants ou des enseignants avec des contacts stratégiques. Chaque opération suivait une chaîne compartimentée où les participants ignoraient l'objectif final. Parmi les projets les plus ambitieux figurait la possibilité de développer un artefact de fusion. Bien que l'Allemagne ne disposât pas de l'infrastructure nécessaire pour atteindre cet objectif à court terme, des plans initiaux existaient pour rassembler matériaux et théories en collaboration avec des scientifiques étrangers. Des composés chimiques et des alliages métalliques susceptibles d'agir comme initiateurs de réactions en chaîne furent explorés, sans résultat concluant. Parallèlement, des toxines biologiques et des agents chimiques à visée offensive furent étudiés. Certains prototypes furent stockés dans des installations isolées sous la supervision directe de l'appareil de sécurité nazi. À plusieurs reprises, la direction du régime examina des propositions pour fabriquer des fusées intercontinentales. Le plus connu fut le projet A9 sur A10, conçu pour atteindre la côte est des États-Unis depuis des plateformes situées en Europe occidentale. Bien qu'il ne dépassât jamais la phase de conception et de test partiel, il impliqua la construction de modèles aérodynamiques et des essais de propulsion qui furent ensuite réutilisés par d'autres programmes spatiaux dans les décennies suivantes. En 1943, alors que le cours de la guerre commençait à pencher en faveur des Alliés, le pari technologique du Troisième Reich atteignit son intensité maximale. Il ne s'agissait plus de prévoir l'avenir, mais de tenter d'éviter la défaite par une solution miracle. Le résultat fut une accumulation de projets incomplets, d'armes jamais déployées et de laboratoires évacués ou détruits. Le Reich ésotérique, arme de l'au-delà. Alors que le front oriental s'effondrait et que les troupes alliées progressaient à l'ouest, plusieurs services allemands se tournèrent vers des initiatives qui échappaient à tout cadre conventionnel. Il ne s'agissait pas de produire en série ni d'améliorer des prototypes déjà employés, mais d'explorer des voies frôlant l'irrationnel. Au printemps 1943, le haut commandement donna le feu vert à une série de recherches qui, jusqu'alors, avaient été écartées pour impossibilité technique ou risque stratégique. Le premier de ces développements partait du soi-dit Projecto Glock, une structure métallique enfermée sous terre dont le noyau rotatif abritait un composé liquide inconnu. Le mouvement de rotation forcée générait des pulsations électromagnétiques de forte intensité. Aucun document ne confirmait son objectif final, mais les archives laissaient entendre qu'on cherchait à altérer des champs gravitationnels dans des environnements contrôlés. Le projet était conduit par un groupe restreint sous la supervision des SS.
Leurs techniciens travaillaient dans des installations sans identification visible et obéissaient à des règles différentes du reste de l'appareil militaire. Parmi les noms liés à ces essais figurait un ingénieur issu de l'industrie aérospatiale, recruté directement depuis Peenemünde. Plusieurs opérateurs périrent pendant les phases initiales pour des causes non précisées. Des rapports ultérieurs mentionnaient des altérations cellulaires et une désorientation après exposition aux champs générés. L'emplacement des tunnels fut évacué en 1945 sans laisser de traces et les archives furent retirées par des unités spéciales du Reichssicherheitshauptamt. Parallèlement, un autre front, moins documenté, prenait forme dans les Alpes bavaroises. Là, on testait des structures conçues pour concentrer le rayonnement solaire à des fins destructrices. Ce plan fut désigné Sonnengewehr et consistait en un miroir parabolique de grande envergure, théoriquement capable de générer une colonne thermique visible depuis la stratosphère. L'ingénierie nécessaire dépassait de loin la capacité industrielle de l'époque, mais des modèles réduits furent construits à des fins de validation. Lors de certains essais, des feuilles métalliques alignées reflétaient le faisceau concentré vers un point précis, ce qui permit de chauffer des objectifs à distance. Les rapports techniques avertissaient de l'instabilité du système en conditions atmosphériques défavorables. Plus au nord, dans une dérivation tardive du projet A4, on conçut une arme fixe de longue portée basée sur un canon rayé avec plusieurs chambres latérales d'allumage progressive. Ce nouvel engin, baptisé V3, utilisait un système d'impulsion séquentielle pour accélérer le projectile à l'intérieur d'un tube étendu. Contrairement au V1 et V2, il ne dépendait pas de système de vol autonome ni ne nécessitait de lancement mobile. Il fut construit en position statique, avec une batterie orientée vers la Manche depuis les installations creusées à Mimoyek, dans le nord de la France. Les essais initiaux montrèrent une capacité à dépasser les 160 km de portée, bien que les marges d'erreur fussent significatives. Le site, partiellement détruit avant son déploiement opérationnel, fut inspecté par des techniciens alliés à la fin du conflit, et plusieurs de ses composants furent transférés dans des laboratoires à Londres pour analyses ultérieures. Simultanément, le Reich canalisait des ressources vers des projets d'origine non conventionnelle. L'un des plus inquiétants était dirigé par une cellule protégée par Himmler qui opérait à la frontière sud du Troisième Reich. Dans ce centre, des tests sur des champs acoustiques à haute fréquence ont été réalisés. Il s'agissait de construire des émetteurs qui, une fois activés, généraient des ondes sonores capables de déstabiliser les structures osseuses des êtres vivants. Les documents saisis comprenaient des plans de dispositifs montés sur des plateformes mobiles. Certaines expériences ont montré qu'en amplifiant certaines fréquences, on provoquait des convulsions chez de petits mammifères à des distances contrôlées. Le développement n'a pas dépassé le stade du laboratoire en raison de la difficulté d'appliquer la technique en conditions de combat. En 1944, le service de contre-espionnage de l'Armée rouge intercepta des matériaux graphiques provenant du secteur de Silésie. Ils représentaient des schémas de sphères flottantes de grand diamètre, suspendus par des anneaux concentriques. Les analyses initiales n'ont pas permis de déterminer leur fonctionnalité, bien que les annotations en marge parlaient de mouvement axial inversé. L'unité soviétique chargée de l'affaire a saisi le matériel et l'a envoyé au centre d'analyse technique de Moscou. Les auteurs des plans n'ont jamais été identifiés, et leur origine s'est perdue après la chute de Berlin. Certains de ces croquis sont réapparus des décennies plus tard dans des archives privées expropriées en Pologne. Depuis l'Ouest, les services britanniques ont localisé une installation contenant des silos fermés par des portes blindées et des capteurs thermiques. À l'intérieur se trouvaient des capsules cylindriques en métal inconnu, dont la composition chimique ne correspondait à aucun modèle connu. Examinées par des experts britanniques, elles contenaient des composés à propriétés réfléchissantes et à haute densité. Aucun des registres trouvés ne mentionnait leur usage prévu, bien qu'un document évoquait une phase de dispersion aérienne expérimentale. Les chercheurs n'ont pas pu déterminer s'il s'agissait d'armes, de conteneurs ou de prototypes de transport. Tout le matériel a été transféré vers des laboratoires de sécurité sous supervision directe de Londres. Par ailleurs, les services de renseignement américains ont détecté un ensemble d'opérations autour d'infrastructures civiles démantelées. En Bavière, une série d'anciens tunnels avait été réaménagés avec des générateurs de champs magnétiques haute tension.
La finalité de ces modifications n'a pas été clairement documentée, mais parmi les équipements confisqués se trouvaient des bobines d'induction, des tubes isolants et des amplificateurs d'ondes. L'un des chercheurs ayant accédé au site a suggéré que des essais de transmission d'énergie sans fil étaient en cours. Bien qu'aucune confirmation officielle n'existât, les procès-verbaux collectés sur place mentionnaient des tests coordonnés durant les heures nocturnes. L'infrastructure a été complètement démontée durant l'été 1945. Héritage dans les ombres, ce qui a survécu. À la fin de la guerre, les structures du régime ne se sont pas effondrées immédiatement. La machine administrative est restée active tandis que les forces alliées avançaient. Dans les derniers mois, l'économie allemande fonctionnait de manière fragmentée, avec des zones sous contrôle local et des décisions prises sans coordination centrale. Le système ferroviaire était en état de collapse et les usines étaient déconnectées de leur réseau logistique. Malgré le chaos, certains secteurs industriels continuaient à fonctionner par inertie, alimentés par des réserves cachées ou des circuits autonomes d'approvisionnement. Dans ce contexte, de nombreux documents techniques, plans, modèles et prototypes ont été délibérément cachés. Certains ont été enterrés dans des mines, d'autres stockés dans des installations souterraines. La priorité des commandants était d'empêcher que des informations sensibles tombent entre les mains des soviétiques. Plusieurs centres de recherche ont été partiellement démantelés, transférant des composants clés vers le sud du pays. Certains scientifiques ont reçu l'ordre de rester cachés jusqu'à de nouvelles instructions. D'autres se sont rendus volontairement aux autorités américaines dans l'espoir d'obtenir une protection personnelle. Parallèlement, les opérations de renseignement ont été accélérées pour identifier et capturer le personnel technique et scientifique de valeur stratégique. Les États-Unis ont élaboré des listes classifiées avec des noms associés à des projets balistiques, nucléaires et aérodynamiques. Des équipes spécialisées ont parcouru les zones occupées, interrogeant d'anciens responsables d'usines, d'universités et d'unités techniques. Des documents saisis à Berlin ont révélé des réseaux de scientifiques ayant travaillé sur des armes avancées. Certains noms étaient déjà connus, d'autres apparaissaient pour la première fois dans les archives saisies. Pendant ce temps, les Soviétiques ont déployé des brigades entières dédiées à l'extraction de machines, d'ingénieurs et de technologies complètes. Depuis des installations industrielles en Silésie jusqu'au laboratoire de la région de Leipzig, des ordres directs de démantèlement et de transfert vers le territoire soviétique ont été exécutés. Des convois entiers sont partis chargés d'équipements militaires, de turbines et de composants électroniques. Certains techniciens allemands ont été déportés avec leurs familles, sous accord informel ou menace de représailles. D'autres ont été intégrés à des programmes d'État avec hébergement surveillé. Dans la zone occidentale, les Américains ont lancé l'opération connue sous le nom de Paperclip. La directive permettait de recruter des scientifiques de l'ancien régime même s'ils avaient eu des liens avec le parti. L'objectif était d'empêcher que leurs connaissances soient exploitées par Moscou. Sous de nouveaux noms et profils modifiés, beaucoup ont été transférés discrètement vers des bases militaires américaines. Ils ont été assignés à des projets liés au développement de fusées, à l'aviation supersonique et au système de guidage. Certains ont occupé des postes de haut niveau dans des centres de recherche fédéraux au cours des années suivantes. Simultanément, les Britanniques ont organisé leur propre réseau d'interrogatoires. D'anciennes installations militaires ont été utilisées pour isoler des experts allemands et extraire des informations techniques par des interviews continues. Certains des interrogés faisaient partie de l'équipe originale de Peenemünde. D'autres avaient collaboré dans des secteurs comme la propulsion liquide, les télécommunications chiffrées ou la détection aérienne. Les données obtenues ont alimenté des rapports techniques secrets utilisés par le ministère de l'Air et le département de la guerre britannique. Bien que beaucoup de scientifiques n'aient pas été intégrés officiellement à des projets, leurs connaissances ont influencé les décisions de défense ultérieures. L'économie allemande, pendant ce temps, faisait face à un effondrement complet. La monnaie n'avait pas de valeur réelle, le commerce interne était minimal et le troc prédominait. Les autorités d'occupation ont lancé des audits pour déterminer quelles ressources étaient encore disponibles. Les usines qui n'avaient pas été bombardées ont été inspectées et beaucoup d'entre elles sont passées sous administration directe des Alliés.
Des inventaires techniques ont été organisés, les processus documentés et des protocoles d'intervention sur les équipements pouvant être réutilisés ont été lancés. Entre 1945 et 1946, un programme de réorganisation industrielle sous contrôle étranger a été mis en œuvre. Au cours de ce processus, les technologies disponibles ont été classées selon leurs valeurs stratégiques, leurs possibilités de transfert ou leurs besoins d'élimination. Une partie des dispositifs mécaniques et électroniques a été envoyée dans des centres d'évaluation. D'autres ont été démantelés sur ordre direct, tandis que certains prototypes sont devenus objets d'études réservées. Les domaines d'intérêt principal incluaient la métallurgie spécialisée, les systèmes optiques de précision et les procédés de combustion avancés. Parallèlement, des rapports ont commencé à circuler sur des projets qui ne figuraient pas dans les registres officiels. Plusieurs documents conservés dans les bureaux personnels de fonctionnaires du régime mentionnaient des initiatives en phase initiale qui n'ont jamais été complètement installées. Certains concernaient des applications énergétiques non traditionnelles, d'autres des infrastructures enterrées dans des zones montagneuses. Ces rapports, dispersés et fragmentaires, ont été examinés par des équipes de contre-espionnage qui cherchaient des indices sur des réseaux d'évacuation technique ou de dispersion de documents classifiés. Au fur et à mesure des inspections, il a été constaté que certains groupes techniques avaient réussi à quitter le pays avant l'effondrement total. Certains ingénieurs ont traversé les frontières avec de fausses identités ou par des routes logistiques utilisées par d'autres cadres du régime. Il existe des traces de leur présence dans des régions industrielles d'Amérique du Sud où ils se sont intégrés à des entreprises locales ou sont restés sans activité visible. Les services de renseignement ont suivi indirectement plusieurs d'entre eux, sans intervenir formellement dans la majorité des cas. Pendant ce temps, à Nuremberg, le processus de démantèlement légal de l'appareil institutionnel du Reich a commencé. Lors des procès, des preuves ont été présentées montrant comment le régime avait priorisé l'investissement technique au-dessus des besoins civils, en canalisant les ressources vers des développements qui ne répondèrent pas à des critères défensifs immédiats. Contrats, projets de financement et liens entre responsables militaires et scientifiques ont été analysés. Certains ont été appelés à témoigner dans le cadre de la reconstruction judiciaire du modèle opérationnel du régime. En interne, l'impact de ces révélations créait des tensions. La population civile faisait face à la dévastation matérielle, tandis que les détails des technologies financées par des fonds publics étaient rendus publics. Dans plusieurs localités, les autorités d'occupation ont encouragé la destruction de symboles, d'archives ou de documents pouvant relier des entreprises ou des techniciens locaux à des programmes spéciaux. Dans ce contexte, il a été cherché à redéfinir la relation entre connaissances techniques et responsabilité politique. En 1947, les puissances occidentales ont ajusté leur politique concernant la gestion de la propriété intellectuelle allemande. Le transfert de brevets, de modèles industriels et de procédés de fabrication vers des entités gouvernementales a été officialisé. Certains dessins ont été intégrés à des laboratoires nationaux dans le cadre d'accords confidentiels. D'autres ont été commercialisés par des entreprises privées avec des restrictions légales spécifiques. Parallèlement, des centres techniques ont été créés pour reproduire les processus industriels trouvés sur le territoire occupé. Ces institutions fonctionnaient avec un personnel mixte et sous la supervision directe des agences de l'État. Dans le bloc soviétique, l'accès aux technologies allemandes a été intégré au plan structurel. Des techniciens, des outils et des installations complètes ont été transférés vers des zones industrielles de l'URSS. Des instituts ont été créés pour l'adaptation des systèmes récupérés, beaucoup d'entre eux issus de recherches commencées avant l'effondrement du Reich. Bien que les réalisations aient été présentées comme des progrès nationaux, les documents internes reflétaient une forte dépendance aux matériaux et schémas techniques allemands. En 1948, le début de la guerre froide provoqua un changement dans la gestion de ces ressources. Aux États-Unis, plusieurs dossiers du programme Paperclip furent scellés et les noms des participants retirés des registres publics. En Union soviétique, il en fut de même sous des structures différentes. Toute mention de collaboration antérieure avec des scientifiques allemands fut limitée. Des versions officielles furent promues, attribuant tous les progrès à l'effort interne. Les scientifiques capturés ou transférés en Union soviétique furent affectés à des projets destinés à poursuivre le développement d'armes avancées. Sous la direction soviétique, ces équipes ont réalisé des progrès notables,
et avec l'intégration des spécialistes allemands, elles ont atteint leur premier succès nucléaire en 1949, faisant ainsi de l'URSS la deuxième puissance atomique mondiale, juste derrière les États-Unis. Une partie de ce succès était directement due aux connaissances scientifiques obtenues à partir de l'ancien programme allemand. De même, l'exploitation civile de l'énergie nucléaire est née comme une extension de ses applications militaires. Au cours des années 1950, d'énormes ressources ont été investies pour transformer l'énergie atomique en source électrique contrôlée. En 1954, les Soviétiques ont construit à Obninsk la première centrale nucléaire opérationnelle du monde. Les puissances occidentales ont réagi rapidement. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé leurs propres centrales dans les années suivantes, marquant le début d'une nouvelle ère technologique. La guerre sous-marine, quant à elle, représentait un autre domaine décisif dans le développement militaire de l'après-guerre. Dans le domaine militaire, les Allemands avaient également pris un avantage considérable sur leurs adversaires dans le développement des sous-marins. Le modèle type 21, dernière innovation de leur flotte, participa à peine au combat, puisqu'il entra en service pendant les derniers mois du conflit. Cependant, à la fin de la guerre, de nombreux navires furent capturés et incorporés aux marines des puissances victorieuses. Ces sous-marins représentaient une révolution technologique. Ils pouvaient rester immergés plus longtemps, se déplacer plus rapidement sous l'eau, recharger leurs torpilles rapidement et offrir de meilleures conditions de vie à l'équipage. Leurs caractéristiques étaient si avancées que les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la Suède s'inspirèrent de leur conception pour développer la génération suivante de sous-marins, marquant le début d'une nouvelle ère dans la guerre navale. Mais tout l'héritage scientifique allemand n'était pas lié à l'ingénierie ou à la technologie. Il y avait un côté profondément sombre, les expériences médicales menées par le régime nazi. Pendant la guerre, des médecins allemands soumirent les prisonniers des camps de concentration à des tests atroces, exposition à des armes chimiques, virus mortels et conditions extrêmes comme l'hypothermie. Dans la plupart des cas, les sujets d'expérimentation mouraient ou étaient exécutés après les expériences. Ces pratiques manquaient de tout fondement moral ou scientifique et furent sévèrement condamnées lorsqu'elles furent révélées après la guerre. Néanmoins, certaines des données obtenues, comme les effets des agents chimiques ou des basses températures sur le corps humain, furent ultérieurement utilisées dans des recherches médicales. Jusqu'à aujourd'hui, il existe un profond débat éthique sur la légitimité d'utiliser des informations issues de telles atrocités. Pour cette raison, dans les conflits armés qui ont marqué les décennies suivantes, les alliés politiques des grandes puissances se retrouvèrent à utiliser des armes et véhicules directement dérivés de la technologie allemande. Cela se manifesta clairement lors de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam, où une grande partie de l'armement provenait ou était inspiré des avancées obtenues par les scientifiques et fabricants du Troisième Reich. Le matériel capturé à la fin de la guerre fut distribué entre les pays alliés et leurs gouvernements satellites pendant les années de la guerre froide. Ainsi, dans les combats de cette période, on pouvait voir des factions opposées utiliser des armes d'origine commune. La mitrailleuse MG-42, célèbre pour sa cadence de tir, ou le fusil d'assaut Sturmgewehr 44, STG-44, considéré comme le premier fusil automatique moderne. Ce dernier servit de base directe pour la conception de l'AK-47, l'arme la plus produite et répandue au monde, symbole d'innombrables conflits du XXe siècle. Cependant, tout le matériel militaire n'a pas été réutilisé. Le transfert de chars, avions ou véhicules blindés depuis l'Europe vers les États-Unis était si coûteux que, dans de nombreux cas, cela ne valait pas la peine. Si l'équipement ne dépassait pas les performances des modèles américains ou n'offrait pas de valeur scientifique pour son étude, on choisissait de le jeter dans l'océan plutôt que de risquer qu'il tombe entre des mains ennemies. Cette pratique s'est étendue parmi les armées alliées, bien que les États-Unis aient été ceux qui l'ont le plus appliqué. Après la guerre, le matériel militaire excédentaire a été traité de manière très variée. Sur l'île d'Esprit Santo, Vanuatu, où les Américains ont stocké une grande quantité d'équipements, il a été décidé d'y abandonner des machines lourdes, bulldozers, camions, grues, jeeps et même des tanks. L'armée a proposé de les vendre au gouvernement français local pour 6 $ l'unité, mais l'administration française a tenté d'attendre le départ des Américains pour les obtenir gratuitement. En apprenant cela, les Américains ont préféré tout jeter à la mer plutôt que de laisser partir sans paiement. Pendant des jours,
Ils ont transporté le matériel jusqu'à un point côtier et l'ont coulé, allant même jusqu'à le faire exploser pour s'assurer que personne ne récupère rien. C'est de là que vient le nom populaire de Million Dollar Point. Beaucoup de navires capturés ont connu un destin similaire, coulés délibérément ou utilisés comme cible lors d'essais. Les Alliés ont utilisé certains navires pour des tests d'armes, y compris des explosions nucléaires, afin d'étudier la résistance de la coque et le comportement du matériel face à des détonations massives. Des tonnes de matériel militaire, des armes légères et véhicules jusqu'aux arsenaux chimiques comme le gaz moutarde, ont été jetés dans l'océan. Une grande partie de cet héritage reste sous l'eau, avec les risques environnementaux que cela implique. Parallèlement, à partir de 1944, le régime nazi a commencé à cacher une abondante quantité d'armement dans des dépôts souterrains à travers l'Europe. L'opération s'inscrivait dans le cadre du soi-disant « Werwolf », loup-garou. L'idée était que si les forces alliées ou soviétiques occupaient le territoire allemand, des cellules clandestines déterreraient ces caches pour organiser une résistance, réaliser des sabotages et compliquer l'occupation. Bien qu'il y ait eu quelques attentats et actions dispersées, le mouvement n'a jamais été coordonné efficacement et n'a pas constitué une menace stratégique après la reddition. Malgré cela, les Alliés et les Soviétiques connaissaient l'existence de ces caches et ont consacré des ressources pour les localiser. Beaucoup ont été découverts et leur armement confisqué, mais encore aujourd'hui, des dépôts apparaissent par hasard lors de travaux ou d'explorations et des centaines restent introuvables. En somme, une grande partie de l'armement de la Seconde Guerre mondiale a été détruite délibérément, coulée ou utilisée lors d'essais, tandis qu'une autre partie a été enterrée dans l'intention de maintenir une résistance future. Beaucoup d'éléments sont réapparus dans des conflits ultérieurs. Les armes et designs allemands ont influencé l'équipement utilisé en Corée et au Vietnam, et une fraction importante reste encore cachée sous terre ou au fond de la mer. Certains chasseurs de trésors consacrent leur vie à localiser délibérément ces dépôts cachés d'armements nazis, considérés comme de véritables capsules temporelles. Beaucoup le font pour donner les trouvailles à des musées ou simplement pour les intégrer à leur collection privée. Grâce au type de terrain, argileux, compact et à faible humidité, une grande partie de ces objets se conservent dans des conditions surprenantes, comme si la guerre s'était terminée il y a à peine quelques jours. Parmi les découvertes figurent des armes, des casques, des uniformes, des insignes, des documents, des munitions et des équipements personnels, qui offrent une fenêtre directe sur le passé militaire européen. Cependant, une grande partie du matériel militaire, tant de l'Axe que des Alliés, a été abandonnée dans des zones où sa récupération était impossible ou non rentable. Dans les déserts de Libye et du Sahara, par exemple, des centaines de chars, d'avions et de camions restent aujourd'hui dans des lieux connus sous le nom de cimetières de guerre. La chaleur extrême et la sécheresse de l'air ont permis à beaucoup de ces véhicules de rester en bon état, devenant des témoins silencieux des batailles qui s'y sont déroulées il y a plus de 70 ans. Un phénomène similaire s'est produit sur le front oriental, dans les steppes russes. Pendant les saisons des pluies, les routes se transformaient en mer de boue, obligeant les soldats à abandonner les véhicules embourbés qui étaient irrémédiablement ensevelis. Après la fin de la guerre, personne ne s'est donné la peine de les récupérer et ils restent aujourd'hui immobiles sous la boue de ce qui fut l'Union soviétique. Aujourd'hui, il existe même des chasseurs de chars qui se consacrent à récupérer, restaurer ou vendre des pièces de ces blindés historiques, une activité qui combine histoire, commerce et aventure. Dans les républiques soviétiques, où l'industrie était dévastée, l'armement capturé a également été utilisé d'une autre manière, fondu et recyclé comme matière première. Les métaux des chars, canons ou fusils nazis ont été réutilisés pour reconstruire les infrastructures civiles et fabriquer de nouvelles armes pendant la guerre froide. Pour leur part, des milliers de pièces originales, armes, uniformes, médailles et véhicules ont été conservées dans des musées à travers l'Europe. Aujourd'hui, ces collections permettent d'éduquer et de se souvenir, montrant à quoi ressemblait la machinerie de guerre qui a marqué le destin du XXe siècle. Dans des pays comme l'Allemagne et l'Italie, il est également courant de voir des reconstitutions historiques représentant les batailles les plus significatives de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de sensibiliser et de maintenir vivante la mémoire de l'une des périodes les plus sombres de l'humanité.